Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct justement sur Radio Armada. Mon invité ce soir, Evelyne Dress, une actrice, une réalisatrice, une productrice, une écrivaine, une femme avec plein de talents. Et nous allons aussi parler avec Marian du cinéma qui est à l'affiche de ce mercredi. On va aussi évoquer tout simplement la littérature. Et bien maintenant, on va se retrouver tout de suite avec Evelyne Dress, mon invité. Bonsoir à tous, bonsoir Evelyne. Eh bien, bonsoir Frédéric. Très content d'être là avec toi ce soir. Oui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oh ben, je serais quand même un peu bête de refuser l'invitation d'un beau jeune homme. Oh, merci, tu me flattes, tu me fais rougir. En tout cas, merci beaucoup. Alors, il y a quelque chose qui m'épate, qui est vraiment génial. Vous êtes née voyageuse. Oui. Alors maintenant, Alors, tu me vois ou qu'est-ce alors, que tu décides? comme tu veux. Bon. Dis-moi vous, parce que j'aime bien le vouvoiement. Bah oui, moi aussi, c'est pour ça, mais c'est vrai qu'on se connaît autrement. Donc voilà, en tout cas, vous êtes née voyageuse, Evelyne. Oui, je suis Alors, née. né en mois d'août, en plein congé, Ouais. vous partez pour Grenoble chez votre grand-mère et vous êtes né dans un train, gare de Lyon-Perrache. Votre père fait arrêter le train. Par chance, se trouvait un médecin. Ouais. Alors, d'abord, c'est ma mère qui partait en vacances, Oui, enceinte jusqu'aux dents. J'étais prévue d'arriver 15 jours plus tard, donc elle avait tout le temps vous avez pris le train en route. elle avait tout le temps d'accoucher à Grenoble, où sa mère avait réservé une chambre dans un hôpital, etc. Mais vous savez, à l'époque, mon papa était pas très riche, tailleur sur mesure, et il n'avait pas les moyens de payer une place assise à sa femme. Et je sais que toute ma jeunesse, je l'ai fait debout dans les trains, hein. On faisait toujours Paris-Grenoble, et toujours debout. Et donc ma mère, les trépidations, évidemment, mon père lui disait: mais retiens-toi, retiens-toi. Et elle n'a pas pu se retenir. Il a dû tirer la sonnette d'alarme. Effectivement, un médecin était dans le train, et donc il a aidé ma mère à accoucher. Ensuite, je continue. Ah oui, mais bien sûr, Alors, c'est intéressant. Justement, c'est génial, je trouve ça génial. ensuite, ma mère et moi, nous avons été transportés à l'Hôtel Dieu, qui était l'hôpital le plus proche de la gare des Brotteaux. Depuis, j'ai appris que c'était pas Perrache, mais Brotteaux. C'est Breton, oui. Et donc, les religieuses se sont écriées en me voyant arriver: le beau bébé que le bon Dieu vous a donné, madame. Alors moi, je me suis toujours prise pour une fille de Dieu, puisqu'on me l'a toujours raconté. Voilà. Et oui, Et pour la petite anecdote, donc cette gare des Brotteaux est devenue un monument historique. Maintenant, la gare de Lyon est ailleurs. oui. Et donc, c'est un musée, la gare des Brotteaux. Pas exactement grâce à moi, mais enfin, quand même, le guide qui fait visiter la gare raconte ma naissance aux gens qui viennent visiter. Ah, Voilà. ça, c'est génial. En tout Oui. cas, c'est vraiment marqué. On pourrait dire que c'est une belle naissance. Est-ce que ça pourrait être digne d'un roman? Oh, mais c'est digne de tous mes romans, parce que je colle ma naissance à plusieurs de mes héroïnes. Et de toute façon, elles sont toutes nées le 1er août. Alors voilà. Ça dépend des années. La première, dans les tournesols de Jérusalem, est née le 1er août, mais à la fin du 19e siècle. Et les autres, selon qu'elles sont des grandes filles ou des petites filles, elles naissent, mais de toute façon, toujours le 1er août. J'avais entendu dire que vous dites souvent comme quoi vous courez après vos héroïnes. C'est pas les héroïnes qui viennent à vous, c'est vous qui courez après elles. Absolument, mais je crois que c'est un peu bateau de le dire, mais on s'aperçoit en écrivant qu'on a un projet, Hmm. et puis en cours de route, les personnages vous échappent, et tout à coup, ils se mettent à vivre des choses que vous n'aviez pas prévu qu'ils vivraient.
et je cours derrière parce que finalement, je trouve ça pas mal. C'est intéressant. En tout cas, on va justement, tout dans le long de l'émission, on va rentrer dans le sujet. Je voudrais juste dire, donc vous êtes surnommée la fille de Dieu, vous l'avez expliqué, mais quels souvenirs gardez-vous de cette enfance ou votre adolescence? Oh, alors là, vous avez un mouchoir? On peut pas dire, que je n'ai que de bons souvenirs. Je sais que tous mes camarades, chaque fois que je parle avec les gens, ils ont toujours un regret, de l'enfance, les parents, la maman et cetera. Ça n'a pas été mon cas. J'ai eu, des rapports difficiles avec ma mère, tout simplement parce qu'elle sortait de la enfin, je me l'explique ainsi, Mmh. pour lui trouver des circonstances atténuantes. Elle sortait de la guerre, ça a été très difficile puisqu'elle a dû se cacher. Elle a vu un de ses frères abattu par les Allemands sous ses yeux. Un père qui est parti à Drancy, un frère qui est mort à Auschwitz. Bon, donc, et elle était gamine. Donc, quand elle s'est mariée à mon père, elle n'était pas terminée. Elle n'avait pas Oui. vécu une adolescence, donc elle était encore une enfant, bien qu'ayant 20 ans. Mais dans sa tête, je pense qu'elle n'était pas mature, et Et donc vous elle l m'a toujours considérée comme une rivale et non comme une Oui, elle vous enfant. l'a fait payer, on va dire, enfin, on dit l'expression, elle vous l'a fait payer ou est-ce qu'elle vous a pas transmis les bonnes choses? Oui, elle n'a pas été, je sais que ma grand-tante m'a dit: «J'étais très étonnée quand je venais à la maison, ta mère t'a jamais prise dans les bras». Ben, oui, voilà, Manque elle d'amour? était pas oui, Un manque d'amour. elle était pas, très gentille, elle était très critique avec moi, elle me trouvait moche, elle me le disait tous les jours, donc j'ai vécu comme une moche. Alors Evelyne, vous êtes belle et intérieurement, extérieurement. Alors, à 5 ans, vous tombez amoureuse, d'un jeune homme? Oui, c'est vrai. C'est quoi ce petit jeune homme de 19 ans? Alors? Alors, donc, j'allais en vacances chez cette grand-mère maternelle, qui est un personnage aussi, hein, Oui, et elle vivait à Grenoble avec son mari, qui était un homme très volage, et elle avait une maison à Petitchey. Donc, à un moment, ils ont fait, corps séparés, et elle avait une pension de famille à Petitchey, à 30 kilomètres de Grenoble. Une ferme qu'on a réhabilitée d'année en année. Et bon, alors, à Petitchey, comme son nom le laisse supposer, il y a 5 maisons. oui. Alors, que faire à Petitchey quand on est une petite fille? Heureusement, au bout du chemin, il y avait un beau jeune homme. Il s'appelait Jacques, il avait un épagneul roux, il était absolument magnifique. Je l'attendais tous les matins parce qu'il venait chercher le lait de la boucharde à la ferme d'à côté de chez nous, et je le voyais onduler au bout du chemin. C'était mon rêve, quoi. Et mon problème, c'est qu'il ne me regardait pas parce que lui, il devait avoir 17 ou 19 ans et moi 5 ans. Oui. Mais en tout cas, le pensais-je. Et je pensais qu'il ne me regardait pas. Je faisais tout ce que je pouvais pour qu'il me dise bonjour, mais rien. Rien. Et puis, il m'a suggéré un roman qui s'appelle La maison de Petitchey, une histoire qui se raconte d'été en été dans la maison de vacances. Dans cette maison viennent chaque été Alma et Jessica, qui sont deux sœurs qui ont 6 ans de différence. Leur grand-mère maternelle, à laquelle appartient cette ferme qu'on réhabilite d'année en année, les parents d'Alma et Jessica. Tous ces gens sont très loufoques. C'est une maison dans laquelle ça rit, ça pleure, ça chante, ça crie, ça jette tout à figure, objet, insulte. Et au bout du chemin, il y a une maison bourgeoise d'un médecin de Grenoble qui vient chaque été en vacances avec sa femme et leur fils qui s'appelle Jacques, et dont la plus jeune des deux sœurs de l'autre bout du chemin est éperdument amoureuse depuis qu'elle est bébé. Depuis qu'elle sait marcher, elle est persuadée que Jacques lui est prédestiné, qu'il est l'homme de sa vie. Le seul problème d'Alma, c'est que c'est sa sœur Jessica qui épouse Jacques. Et donc, chaque été, on retrouve ces deux sœurs avec l'une qui veut reprendre ce qu'on lui a volé, l'autre qui veut garder ce qui lui appartient. Et oui. Donc là, on est dans la fiction à partir de la moitié du livre.
Et On a vous le racontez divinement bien dans la dans- maison. Oui, oui. la maison de Petit-Chais. Mais 30 ans plus tard, je suis remontée à Petit-Chais pour voir si c'était aussi beau que dans mes rêves, aussi beau que dans mes souvenirs. Et là, il s'est passé quelque chose que je raconte dans un petit livre que vous ne semblez pas Non, non, je avoir, ne l'ai pas là. qui s'appelle Pour l'amour de le Dauphiné et qui est publié chez Magellan et compagnie. Les éditions Magellan m'ont demandé si j'avais envie de parler d'une province, d'une Mm. ville. J'ai dit oui, je veux bien parler du Dauphiné, Petit-Chais, etc. D'accord. Et j'en ai profité pour raconter ce qui s'est passé 30 ans plus tard. Et alors, je suis remontée plusieurs fois à Petit-Chais depuis. Et Grande émotion. oui, bien sûr, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas restée à Petit-Chais. Et quand je suis allée faire la dédicace de la maison de Petit-Chais, euh, tout le monde est venu, tous les gens de Petit-Chais sont venus et m'ont dit oh, j'habite la maison en face de chez Jacques. Un autre qui m'a dit ah, mes enfants vont à l'école avec les enfants de Jacques. Je me dis, le pauvre Jacques, qui est complètement héros d'une histoire qu'il n'a pas vécue. Oui. Et en tout cas, je ne vais pas vous raconter la suite. Mais 30 ans plus tard, il s'est passé quelque chose que je raconte donc dans cet autre livre. Alors, il faut vite aller le découvrir, Evelyne, justement, la maison du Petit Chais. On va continuer parce que quelques décennies plus tard, même si Jacques ne vous avait pas vu, vous avez découvert vos origines aux Mémoires de la Shoah. Vous découvrez Sia Dress Godmester, la sœur de votre père, déportée avec ses enfants. À la suite de cette révélation, vous écrivez Le chemin de Garvolin. Alors, l'écriture vous a certainement aidé pour comprendre justement et admettre cette vraie histoire. Oui. Alors, plusieurs choses. Je m'appelle Evelyne Thérèse Sylvia. Thérèse, je le dois à ma mère, et qui avait une grand-mère qu'elle détestait, et elle m'a donné le prénom de sa grand-mère. Donc, ça a un peu entaché Ent- nos rapports, Nos sans doute. rapports. Mais en tout cas, je m'appelle Sylvia en troisième prénom, et j'ai toujours entendu dire que Sylvia était une sœur de mon père, morte en camp. Mais quand on est petite fille, camp, c'est camp de vacances, Ou camp. la ville de Caen, ou Oui, voilà, enfin, on bon, n'imagine pas. je ne savais pas ce que ça voulait Oui. dire. D'autre part, j'ai toujours su qu'il ne fallait pas dire qu'on était juif. Donc, j'ai grandi avec la honte de l'être. Et je n'ai jamais dit à personne que je l'étais. Et puis, je me suis mise à écrire d'abord un scénario de film qui s'appelait Pas d'amour sans amour, On y reviendra et justement. Ouais. puis qui est devenu un roman. Un roman magnifique. Et là, je ne sais pas, j'ai pas compris pourquoi, comment. Tout à coup, mon héroïne était juive. Et ça m'a fait plaisir de pouvoir le dire, l'avouer. Et j'ai commencé à descendre un petit escalier intérieur, comme on le fait en sophrologie. Tout à fait. Et de livre en livre, je suis allée creuser cette histoire juive. Et maintenant, bien, vous voyez, j'arrive à le dire devant un micro. Et Oui, parce que et vous ignorez totalement vos origines, en fait. non, je n'ignorais pas que je l'étais, puisque quand même, mais j'ignorais tout de la Shoah, de la déportation, de Vous- ce que mon père avait vécu. Et En quelque sorte, à l'époque, on cachait. ben oui, bien sûr, Totalement. oui, oui. Et quand j'ai eu, au bout de quelques livres, hein, je ne saurais plus dire le combienième, Les chemins de Garveline, c'est peut-être le septième, C'est le huitième. huitième et Et donc,
pour ce roman, je suis partie du postulat qu'on ne pose jamais les bonnes questions à ses parents. Et lorsqu'ils décèdent, on s'aperçoit qu'on est orphelin à la fois de ses parents et de leur histoire, qui est aussi la nôtre. Et en l'occurrence, mon héroïne ne sait que ce qui est écrit sur la carte d'identité de son père, Oui. né le 15 novembre 1914 à Garwolin, Pologne. Or, c'était aussi ce qui était écrit sur la carte d'identité de mon père. Et donc, je suis partie à vélo sur les routes de Pologne à la recherche de ces De traces ces dont je traces. ne savais rien. Et là, vous avez tout découvert, en fait. Oui. Mais Et donc, j'ai découvert qu'en fait, Sylvia ne s'appelait pas Sylvia, mais Sivia, oui, C-Y-W-I-A, vous et que probablement, quand mon père est allé à la mairie me déclarer, déclarez. la secrétaire a dû traduire Sylvia. Voilà. Oui. Ça De- arrivait très souvent. oui, Il y avait des lettres qui partaient où ça changeait oui, de oui, mots. oui, oui, oui. C'est un petit peu aussi le tournesol de Jérusalem aussi. Oui, les tournesols de Jérusalem. euh, Merci mon Dieu de m'avoir inspiré. Oui, ce livre, il est très touchant. Ouais. Ça se passe à la fin du 19e à Paris et au début du 20e à Jérusalem. Mon héroïne, Anna Heusermann, est la fille d'un violoniste célèbre qui donne des concerts dans le monde entier. Et pour les 20 ans de sa fille, son père lui organise une fête somptueuse au pavillon d'Armenonville, dans le bois de Boulogne, Oui. où se presse toute l'aristocratie, toute la bourgeoisie de l'époque. Et ce soir-là, mon héroïne fait la connaissance d'un jeune homme qui s'appelle Lucien Dupuis et qui est assurément sa moitié d'âme, car il lui ressemble au physique et au moral comme deux gouttes Comme deux d'eau. gouttes d'eau. Alors forcément, ils ont un coup de foudre narcissique et réciproque, puisqu'ils se renvoient à leur propre image. Avec un bémol, elle est juive, il est Il est catholique, catholique. et on est en pleine affaire Dreyfus. Donc c'est une traversée historique et vraie de la fin du 19e. Mes héros fréquentent Marcel Proust, Sarah Bernard, Émile Zola, et leur amour fou les entraîne jusqu'en Palestine, à Jérusalem. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré quand j'ai écrit ce roman, car c'était la fin du 19e, c'était l'affaire Dreyfus, et moi, Tout à j'ai fait dans la réalité. reconnu des situations, des mots, des phrases qui me rappelaient l'époque du moment où je l'ai écrit, c'est-à-dire pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pire C'est encore. pire, c'est pire, Voilà. c'est pire. Et aussi, pardon, j'espère ne pas choquer en disant cela, mais tous mes amoureux ont toujours été catholiques et n'ont jamais été juifs. Je n'ai pas connu d'homme juif dans ma vie amoureuse. Mais vous avez écrit quelque chose, enfin, c'est 2 livres en tout cas, qui sont magnifiques parce que c'est des témoignages en fait à la Mm, fois. C'est mm. surtout des témoignages. Alors moi, j'ai un autre témoignage pour vous. J'ai quelqu'un, on va écouter, une petite surprise. Le Ah bon? premier message, Vous me faites peur. on va écouter ce premier message. Ah bon? Bonsoir Frédéric et bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de ton émission sur Radio Armada. Je sais que ce soir tu reçois une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Evelyne Dress. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que c'est une personne qui a réussi à se réinventer et qui continue d'ailleurs à se réinventer. Et ça, c'est une qualité exceptionnelle pour un artiste, pour une artiste. Donc moi, bien sûr, je l'ai connue d'abord comme actrice dans Et la tendresse bordel, La petite sirène. Alors pour la petite histoire, la petite sirène a été écrite par un ami qui était au conservatoire, Yves d'Angerfield. Donc voilà, j'ai une tendresse pour ce film-là. Et puis bien sûr, Pas d'amour sans amour. Donc dans Pas d'amour sans amour, elle est actrice, réalisatrice, productrice, scénariste. Et ça me paraît très important d'arriver à faire ça. Donc Evelyne, c'est quelqu'un que que je connaissais d'abord comme actrice, bien sûr, mais que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance de rencontrer dans les salons que je fais depuis près de 8 ans. Et c'est une personne formidable, toujours très souriante, très positive, et avec qui il est possible de parler de toutes sortes de sujets. Voilà, donc je voulais vraiment que tu l'embrasses bien fort, et je vous souhaite à tous les deux une émission sûrement très 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 intéressante, comme toujours, comme toutes les interviews d'Evelyne Dress. À bientôt. Eh bien, merci Thierry. Merci. Alors, Merci à Thierry Carbonnière, donc, qui a écrit aussi un livre. Il a écrit plusieurs livres, mais Bref de métro, sa troisième édition aux éditions Rive-Neuve, Archambault,
qui est magnifique parce qu'il écrit ça divinement bien. Et il avait aussi coécrit un film avec donc Un Triomphe. Un triomphe. Mais surtout aussi, son actualité, c'est une pièce de Avec théâtre son fils. avec son Tout à fils. fait, que j'ai Et reçu tous les deux. oui, et moi j'ai eu la chance de la voir en première lecture, et c'est vraiment un spectacle Magnifique. magnifique. Et j'espère bien qu'ils vont trouver une production et jouer le spectacle. Je leur souhaite, et justement, pour la petite anecdote, Thierry et son fils, j'avais invité Thierry et j'ai fait la surprise à Thierry d'inviter donc, tous les deux. Et c'était la première fois qu'ils se retrouvaient tous les deux sur un plateau. Sur un plateau. Voilà, donc peut-être que l'histoire du théâtre, c'est vrai que je n'en ai pas reparlé avec Thierry, mais je pense que ça a dû enfin voilà, le fil conducteur en tout cas. Merci encore à Thierry de Carbonnières. Alors, comment vous êtes arrivé en fait, vous avez passé un concours justement rue Blanche. Oui. Euh, Comment est venue cette rue Blanche en fait, ce concours d'entrée? alors, bon, donc comme je vous ai dit, mon papa était tailleur sur mesure, on était très très loin du showbiz, et très pauvre. J'ai donc je vois pas comment j'aurais réussi à trouver le moyen de passer un concours pour devenir comédienne. Et il se trouve que mon frère avait un copain qui venait à la maison jouer de la guitare. Et un jour, il me dit, je passe le concours de la rue Blanche. Et il y avait 2 écoles, comme toujours d'ailleurs, Oui. la rue Blanche et le conservatoire. Et donc, je lui dis: «Oh là là, moi ça serait mon rêve, d'être comédienne». Et il me dit: «Bah, tu qu'à passer le concours. Tu seras pas reçue, mais au moins, tu sauras comment ça se passe». Alors, je lui dis: «Oui, mais alors, qu'est-ce que je dois apprendre?» Alors il me dit: «Toi, avec ton physique, tu qu'à travailler, Sylvia du jeu de l'amour et du hasard». Alors il me montre la scène. Et puis, Marianne dans les caprices de Marianne, pareil. On était 5 jours avant la clôture, des inscriptions. Donc je suis allée m'inscrire. J'ai passé, Sylvia du jeu de l'amour et du hasard au premier tour. Le soir, on a annoncé que j'étais retenue. Alors, il restait un tour le lendemain. Si j'y suis allée comme ça, sans rien espérer, le deuxième tour, j'avais le trac, parce que Bien sûr. 2 tours, c'est bête, j'ai le premier, il faut que j'ai le deuxième. Et le soir du deuxième tour, Jean Meyer, qui était le grand Jean Meyer, Le grand Jean Meyer, ouais. était sur le haut de l'escalier et avait une liste, et il donnait le nom de tous les gens qui étaient reçus. Et j'ai été reçue du premier coup, disons, au centre de la rue Blanche, tandis que le copain de mon frère n'y est pas rentré, a été D'accord. Et c'est refusé. comme ça qu'en fait la carrière de cinéma a commencé? La carrière de théâtre, de De théâtre, pardon, de comédienne. théâtre et de Oui, oui. cinéma après Oui, par oui, la parce que suite. là, j'ai appris les grands textes. J'avais Robert Manuel comme professeur. Donc, j'ai appris la poésie, le théâtre classique, et je me destinais à faire une carrière de théâtre. Est-ce que le cinéma, le théâtre, bon, c'est 2 choses différentes, ça c'est sûr, mais l'apprendre à votre époque et à la date d'aujourd'hui, comment elle est? Elle est différente? Il y a La, oui, la manière la manière d'apprendre, d'apprendre. ben, je ne sais pas, parce que je ne fréquente plus les cours. J'ai moi-même donné des masterclass dans une école de cinéma. Et j'ai donc fait travailler des textes classiques et de la poésie comme je l'ai appris moi-même. Et les jeunes, Transmettez. les jeunes futurs comédiens me disent: «Ah, mais nous, on en a rien à foutre du théâtre, nous, on veut faire du cinéma». Mais j'ai dit: «Oui, mais vous faites du cinéma, il faut quand même que vous ayez des Des bases bases». et de commencer par le Voilà. théâtre. Donc, c'est sûr que quelquefois, les jeunes aujourd'hui préfèrent être connus plutôt que d'apprendre véritablement, puisque il s'est développé une forme de casting à l'arrache, comme ça. On rencontre quelqu'un dans la vie courante, dans la rue, dans le métro, et on se dit: «Tiens, celui-là, il pourrait faire un rôle». Et voilà, c'est ça.
évidemment. il y a beaucoup de changements parce que maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui pensent rentrer dans une école et se dire, moi, je veux être. Mais si c'est pour entrer dans une école pour être connu, c'est pas ça. C'est Oui, de c'est faire ça. son métier, sa passion. Mais être connu, ça, c'est par la suite. Ça, Ouais. et il faut pas imaginer ça. Il faut vraiment être. Et on commence par le théâtre. Après, on veut faire du cinéma. Chacun prend sa voie. Et je pense que chaque comédien revient un peu au théâtre. Oui, bah, quand il y a un peu moins de demandes au cinéma, peut-être aussi. Voilà. Mais, euh, mais bon, le théâtre, c'est merveilleux. Jouer un beau rôle au théâtre, c'est extraordinaire. J'adore ça, Un moi. petit Shakespeare, c'est pas mal, hein. Oui, Alors justement, on va parler de cinéma. En 69, j'ai Hiberne. joué Le Marchand de Venise de Shakespeare. Tout à fait, c'est pour ça. On Oui, va revenir là-dessus. En 69, on va parler de cinéma Hibernatus, réalisé par Edmond Molinaro. Alors, Louis de Funès, Claude Jansac, Olivier de Funès, son fils, Paul Prébois, Claude Pieplu, Jacques Legras. Enfin, vous jouez une journaliste dans ce film. En 70, on boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. Avec Michel Audegar, avec Annie Girardot, Bernard Blier, Mireille Darc, Sim, Jean Carmé. En 70, l'Alliance avec Jean-Claude Carrière, Anna Karina, Rufus, Jean-Pierre Darras, Pierre Rich, Joël Bernard. Euh, En 70, L'île aux coquelicots de avec Salvador oui, Adamo et Eddie Mato c'est et deux, Élise Saprich. c'est un film de De Salvatore Salvador, Adamo. voilà. Personne ne sait qu'il a Tout réalisé à fait. un C'est pour ça que je film, disais il était pour le Salvador Adamo, cinéma. mais il était aussi réalisateur. Et en 79, le divorcement de Pierre Barou, Michel Piccoli, Catherine Lachant, qui est décédée il y a peu de Oui, temps, malheureusement, oui, malheureusement. oui. Euh, Léa Massari dans Le Divorcement. J'ai tourné 3 films avec Léa Massari. Dans tous ces films, bon, il y a La Nuit de Varennes Le avec film de Jean-Claude Scola. Brialy, avec les films de Scola. En 83, Sarah avec Jean-Claude Brialy encore, Jacques Dutronc, Jean-Claude Dauphin. En 87, Le Solitaire, et là on va parler justement après de Jean-Paul Belmondo, mais dans tous ces films, il y a même La Tendresse avec Patrick Schumann, mais quel beau parcours. Oui, Et oui. dans tous ces films, avez-vous un souvenir mémorable, par exemple Claude Jansac, Louis de Funès, par exemple dans Hibernatus? Alors, je me souviens, j'avais un tout petit rôle, mais je me souviens d'être venue sur le tournage parce que j'étais très, très, très jeune et j'avais soif d'apprendre. Et j'ai vu la manière dont De Funès travaillait. Et c'était d'une précision. Et il demandait de refaire les prises tant qu'il n'était pas content de ce qu'il avait fait. Il était dur avec lui-même Oui, oui, absolument. et dur Et avec les autres. bien sûr, oui. Il Il fallait y a que une tout. demande, Il y oui, avait une oui, demande. oui, oui, de précision. Il demandait, parce que c'est une mécanique, le rire. C'est Oui, beaucoup plus difficile de faire rire que de faire pleurer. Et donc, il avait le tempo, il savait exactement ce qu'il devait faire pour arriver à faire rire. Et donc, il demandait à ses partenaires d'être là, présents et très mécanique d'une certaine manière. il, Même si on refait les choses et de façon à ce qu'elles paraissent naturelles, lui, en tout cas, il demandait beaucoup. il vous a transmis quelque chose, Louis de Funès, en fait, à la fois. Oui, ben, chaque comédien me transmet quelque chose, Ou- j'apprends toujours. Oui, comme avec Annie Girardot, justement. Oh, quelle merveille, Annie. Euh, Annie, c'est une femme. J'ai plus envie de parler de la femme que de parler de la De la comédienne, comédienne. Oui. parce que il me revient comme ça tout de suite. On était dans le Gers, on tournait un film de Serge Corbert, et comme le tournage était très très long, Annie avait loué une maison. Et elle avait donc, dans cette maison, venait une femme de ménage pour l'aider. Et une femme de ménage qui était maltraitée par son mari. Et donc Annie me disant, tu sais, je vais la ramener à Paris avec tous ses enfants. Je dis, mais Annie, tu vas pas la ramener à Paris. Mais si, elle peut pas rester là, tu vois, avec son mari. Donc elle se mettait en difficulté pour sauver quelqu'un, quoi. Bah oui. Et Mireille Darc, hein. Mireille Dac, je ne l'ai pas croisée parce qu'on n'avait pas de scène ensemble. C'est dommage parce que j'avais beaucoup d'admiration pour Pour cette femme. cette femme. Alors, il y a une personne qu'on ne Merveilleuse. parle plus beaucoup, c'est Alice Saprich. Oui, Sacré personnage. oui.
avec son fume-cigare et sa voix incroyable. Oui, C'était quand même quelque chose. Michel Piccoli aussi, vous ah, avez ça, voilà. c'est une merveille. Et il y a Et deux comédiens dont je parle tout le temps, c'est Michel Piccoli c'est ce que- et Jean-Paul et Belmondo. Jean-Paul Belmondo, Parce justement. que je vais donner deux exemples. Michel Piccoli, j'ai tourné avec lui Le divorcement de Pierre Barou et je jouais un personnage qui s'appelait Maman Lunette parce qu'elle était myope. Et donc, euh, nos enfants, ceux de Michel Piccoli et mon fils à moi, allaient à la même, À la même- à la même école et il y avait un conseil de classe où nous nous retrouvions, lui étant le père en train de divorcer d'avec sa femme, qui était Léa Massari, et moi. Et donc, il me propose de me ramener chez moi en voiture. Et, euh, et donc, j'ai une scène avec lui très importante, très longue, euh, dans la voiture. Et je dis à Pierre Barou, tu sais, moi, quand, moi qui suis myope, quand je veux draguer un homme, je ne porte pas mes lunettes. Alors, si tu veux bien, je vais jouer avec, comme ça, mais je ne vais pas les mettre sur le nez. Ah, il me dit, oui, oui, d'accord, très bien, très bonne idée. Et je vois qu'il va parler avec Piccoli, et puis Piccoli vient s'asseoir dans la voiture à côté de moi, et Pierre me dit, tu veux la répéter ou tu la joues tout de suite? Ah, j'ai dit, non, non, lance, je la fais tout de suite. Ok, moteur. Alors donc, je joue ma scène, j'ai des interrogations parce que quand même, divorcée, on sent bien que cette femme, elle divorcerait bien aussi, hein, petite bourgeoise de province, comme ça. Et à un moment, dans un de mes silences, Michel Piccoli me dit, mettez vos lunettes pour voir. Alors, mais c'est une petite myopie, vous savez. Et donc, là-dessus, Piccoli m'a envoyé les phrases, les petits mots qui me faisaient rebondir sur la situation, mais il aurait très bien pu faire basculer la scène de son côté, se l'accaparer, Non, vous avez alors que lancé les là, répliques et là, il me laissait jouer. C'est-à-dire, il me donnait du grain à moudre pour que je puisse briller dans la scène. Ça, c'est Voilà. beau. C'est Et beau. c'est magnifique. Oui. Voilà, vraiment magnifique. Et quant à Jean-Paul Jean-Paul Belmondo. Belmondo, c'est à peu près la même chose. Jean-Paul m'avait repéré dans un restaurant où nous dînions à des tables séparées, mais je voyais bien qu'il me regardait de loin. Et la semaine qui a suivi, j'ai reçu un coup de téléphone de la production me proposant un rôle dans Le Solitaire. Et bon, je l'ai revu récemment parce que j'ai eu la chance d'avoir une rétrospective de ma carrière au cinéma, le McMahon. Oui. Et C'est très souvent là-bas. Mahon, on refait pas mal de choses. et j'ai été surprise de voir le film parce que je croyais avoir un tout petit rôle, mais en fait non. Toutes les jeunes femmes dans le film ont un rôle égal et le mien est plutôt mieux encore que les autres. Et, mais enfin, ça reste une fleur à la boutonnière, hein. Oui. Suis, alors, quelques temps plus tard, Robert Hossein m'appelle pour Keane, pour un rôle dans Keane, et je vais au théâtre Marigny. Et quand j'arrive, je descends l'orchestre de la salle. Vous savez, l'orchestre, c'est Tout à fait. le rez-de-chaussée Oui. du théâtre. Du théâtre. Et au bout, au pied de la scène, il y avait Jean-Paul et Robert Hossein qui parlaient. Donc, me voyant approcher, Robert Hossein dit Jean-Paul, je te présente Evelyne Dress. Et il dit oui, je la connais, j'ai tourné dans un film avec elle. Incroyable. Et il n'a pas dit oui, elle a fait un petit rôle dans mon film. Non, non. Elle dit j'ai tourné un film avec elle. C'est-à-dire qu'il m'a hissé à son niveau de star. Il y avait il avait un grand respect. Énorme.
Grand respect. beaucoup de générosité. Et en plus, il a joué avec Muriel Belmondo, qui était sa sœur, Jean-Paul aussi. En tout cas, la famille Belmondo est une belle famille, on peut dire. Merveilleux. Et Victor aussi, que j'ai invité, qui viendra dans une émission. Et je recommande à tout le monde d'aller au musée Belmondo Tout- à oui, Boulogne-Billancourt, oui. qui est un très beau musée parce que le oui. papa a été sculpteur et c'est très très beau ce qu'il Et, faisait. et le gardien que tu connais aussi, Oui. qui est, comment dire, monsieur Bruno Bruno Ricard, Ricard, que qui je est, connais, oui, qui est un et grand collectionneur de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Voilà, il faut vraiment aller voir ce musée parce je pense qu'on l'a un peu oublié, mais il est magnifique et il y a une belle histoire dans ce musée. Alors, tout ça, Tendresse Bordel, enfin, c'est impressionnant. Bernard Giraudot. Oui. Alors, Bernard Giraudot, je veux dire, quand Patrick Schulman, qui était le réalisateur de Oui, Et la tendresse bordel, m'a proposé le film, de j'ai- Roland Giraud aussi. j'étais au plus fort de ma carrière théâtrale. Je venais de faire une comédie musicale au Café de la Gare, montée par Sota. Le spectacle s'appelait euh, Chantons sous la suie, Je vous la suis, une parodie de la pluie, tout à fait. avec Michel Blanc. Avec Michel Blanc aussi. J'étais la secrétaire de Michel Blanc, amoureuse de Michel Blanc, qui ne me regardait pas. Enfin, c'est toujours les mêmes histoires, hein. Et donc, j'avais un numéro de danse, de claquettes, époustouflant. Et donc, Patrick Schulman m'a demandé de venir le voir pour me proposer un rôle dans son film. Et donc, il me dit, voilà, j'ai pas l'argent pour commencer, pour démarrer, mais quoi qu'il arrive, je commence mon film le 1er août, caméra sur l'épaule, vous êtes mon personnage, lisez le film, le scénario, et dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je rentre chez moi, je tourne les pages, je vois du cul, du cul, du cul, du cul. Moi, j'étais conservatoire, centre de la rue Blanche. Ouais. C'était pas du tout ma tasse de thé. Donc, hypocrite, je l'appelle. Je dis ah, génial, le scénario formidable. Et alors vraiment, je suis désolée, je ne serai pas libre pour tourner parce que je pars en tournée de Planton sous la suie. Et donc, mais vous ne vous rendez pas compte, il faut absolument que je vous voie avec Bernard Giraudot. Vous êtes exactement le personnage dont j'avais rêvé, etc. Oui, 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 je suis désolée, je peux pas. Et je pars effectivement en tournée, pas aussi longtemps que je lui avais raconté, mais le 17 juin au matin, alors que nous sommes à Lyon, ma sœur m'appelle et m'annonce que mon papa est décédé à la poste et que donc il fallait que je rentre. Et je suis rentrée. Comme c'était très soudain, on s'est enfermé, mon frère, ma sœur, ma mère et moi. On s'est évidemment insulté, engueulé, enfin bon, ouais, C'est la totale. rejeté la faute sur les uns et sur les autres, comme si... bon. Et pour sortir de cette ambiance, la seule personne à laquelle j'ai pensé, c'est Patrick Schulman. Et je lui ai dit, monsieur, vous vouliez me voir? Eh bien, écoutez, vous avez de la chance, je suis à Paris. Et donc, je suis allée le voir et il m'a dit, il faut vraiment que vous fassiez le film. J'ai dit, monsieur, je ne peux pas. J'ai trop de mal. C'est pas possible. Je ne serai pas capable. Et je suis partie en vacances chez mes grands-parents qui avaient déménagé. Ils n'étaient plus à Petit-Chem, mais à Boulouris, près de Saint-Raphaël. Et mon agent, qui s'appelait Marceline Lenoir à l'époque, a commencé à discuter de mon contrat sans mon autorisation. Et je me suis dit, mais bon, qu'est-ce que je vais faire au mois d'août? Papa va pas venir me rejoindre. Eh ben, je vais aller le faire, son film. Tant pis, je vais aller Allez, le faire. bordel. La tendresse un peu. Et donc, Bernard Giraudot, je ne sais pas quel était son état d'esprit quand il a accepté de le faire, parce que lui aussi était reconnu comme un acteur de théâtre. Tout à fait, à l'époque, Et oui. Oui, parce que c'était en donc, 80...
C'était en 87. Et donc, nous étions en fait dans le même état d'esprit. Et dans une séquence, notamment, nous avions un chat qui s'appelait Clitoris, et un très joli petit chat blanc. Et nous avions des jeux amoureux, mon mari et moi, Bernard Giraudot et moi. Et à un moment, il me mettait du lait sur la cuisse et il mettait Clitoris sur ma cuisse et il disait Clito, bois le lait pour que le chat remonte jusqu'à Eh mon oui. sexe. Alors là, on s'est dit, ah non, ça, on va pas le tourner, hein. Non. Donc, Bernard, qui était plus courageux que moi, c'était un homme, il avait Une gentillesse. beaucoup de gentillesse, Beaucoup. mais le courage de dire les choses. Il a dit, je regrette, nous ne tournerons pas cette séquence. Et alors, branle-bas de combat, la production qui arrive sur le tournage, qui dit, mais bon, alors on transige, on fait un avenant au contrat. Et vous, vous tournez la séquence et si au montage elle ne vous plaît pas, on la coupera. Voilà. On a donc signé cet avenant Cet avenant. et finalement, on n'a pas eu besoin de mettre notre veto car elle n'a pas été montée, la séquence n'a pas été En tout montée cas, dans il le y avait film. beaucoup de tendresse et ça n'avait pas été un bordel au départ quand même. Mais vous partagez tous ces films, d'être à l'affiche avec tous ces acteurs célèbres. Quels souvenirs gardez-vous? Avec quel acteur vous auriez voulu vraiment travailler, justement, tourner? Ceux qui sont peut-être partis comme... Enfin, J'aurais voulu être Pretty Woman et tourner avec Richard Gere. m- À part ça, j'ai été gâtée, vous l'avez dit. oui, J'ai tenu dans mes bras, ou bien ils m'ont tenu dans le lore, Richard Berry pour Putain d'histoire d'amour, le film de Gilles Béat. Et puis surtout, dans le film que j'ai tout réalisé, à fait. Patrick Chenet, Gérard Darmon, Martin Lamotte, Michel Duchossois, Jean-Luc Bidot, Jean-Luc Bidot, Aurore Clément, Doradol, Dora Dole, voilà. Pascal Rocard, Valérie Stéphane, Cécile Pallas, Ça a été quelque Tania chose. Lopère, Jacques Penaud, Thierry Ray, Coralie Serig et moi-même dans le rôle principal Ouais. dans Pas d'amour sans amour. Je les Elle m'a lu cite l'affiche. tous, Elle m'a lu l'affiche, ça y est, c'est bon. mais je les cite tous parce que c'était C'était un extraordinaire très beau film. qu'ils me fassent confiance et Mm. qu'ils acceptent de tourner dans mon film, un film que j'ai écrit, réalisé et C'est ce produit. qui vous a en fait d'avoir travaillé justement avec Michel Audiard, Jacques Deray, tout ça. Est-ce que ça vous a déclenché l'envie de réaliser? Alors, je vais vous dire, La réalisation vous a marqué en fait peut-être. lorsque j'ai tourné Sarah, le film de Dugovson, Oui, avec Jacques Dutronc, Gabriel Lazur, Jacques Dutronc, Léa Massari, Heinz Bennent, euh, Jean-Claude Brialy, je l'ai dit. oui, il y avait Jean-Claude Oui. Brialy. Eh bien, Maurice Dugovson, qui avait réalisé de très beaux films, F comme Fairbanks, et d'autres qui étaient vraiment très très réussis. Là, pour ce film, je ne sais pas ce qui lui était arrivé et probablement que le montage financier a été difficile, peut-être qu'il a eu des déboires, je ne sais pas. Euh, il était assez épuisé sur le tournage et il ne nous a pas donné le regard qu'on peut attendre d'un metteur en scène. Et donc, j'en ai un peu souffert et je voyais bien que Heinz Bennent en souffrait aussi. Et donc, quand Heinz tournait, je venais près de la caméra et je lui donnais mon avis. Et c'est moi qui lui faisais comme ça le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre. Vous étiez chef d'orchestre de tournée si ça n'allait pas ou pas. Oui, oui. Et quelques mois plus tard, j'étais au Festival de Cannes. Oui. Et sur les marches, je croise Claude Goretta qui me dit « Heinz m'a raconté ce que vous avez fait pour lui. Bravo, merci, merci. » Donc Heinz Bennent avait raconté à Claude Goretta que j'avais
aider Contribuer ouais, à ce qu'il soit bon dans le film. Voilà. Donc, c'était déjà une indication pour moi de savoir que je savais diriger les acteurs. Et quand j'ai écrit Pas d'amour sans amour, le scénario, j'ai pas eu de doute. Je savais que je les dirigerais comme Oui, il parce que faut. vous êtes traductrice, réalisatrice, vous avez tout Oui, orchestré. tout fait. Vous êtes une Et observatrice, pas en fait, seulement. mais pas seulement. Pas seulement, j'ai été aussi le premier assistant du film, car 15 jours avant le début du tournage, euh, un coproducteur s'est retiré, il manquait des sous. J'ai rassemblé toute mon équipe technique, je leur ai dit, je vous promets que dans 15 jours, on démarre le film. Je vous promets que j'aurai les sous, mais je vous supplie de démarrer la préparation du film. Et le premier assistant m'a dit, je regrette, je ne peux pas, je dois gagner ma vie et je ne peux pas attendre un hypothétique tournage. Et donc, il est parti, il a quitté le bateau et qui semblait couler comme ça. Et donc, j'ai pas cherché d'autres premiers assistants. J'ai fait le premier assistant. C'est incroyable. Incroyable, oui. Et tous les soirs, mon équipe technique m'applaudissait, m'offrait le champagne. Je vous donne un exemple. J'ai une scène dans le film, une scène dans une salle de bain, dans ma salle de bain. C'est Eva, mon personnage, s'écroule en pleurs sur le bidet, car son amour, qui est interprété par Gérard Gérard Darmon, Darmon. lui Parce qu'en fait, c'est annonce une que... comédie dramatique de mœurs. En fait, Oui, c'est une génération qui lutte contre son indépendance sexuelle, sociale, intellectuelle. Et on retrouve à l'aube de l'an 2000 avec le goût amer de la solitude. oui, ça aurait pu être un drame. Je l'ai Voilà, traité en en comédie. comédie. Et en l'occurrence, ça raconte une femme qui n'a pas fait l'amour depuis 3 ans, parce que 3 ans avant, elle était amoureuse d'un homme qui l'a laissé tomber. Elle a mis tout ce temps-là à s'en remettre. Elle commence un peu à dysfonctionner. Elle va voir son gynéco. Son gynéco lui dit, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais il faut réactiver. Alors, elle sort dans la rue, elle regarde tous les hommes qui passent, et elle dit, ça va pas être de la tarte. Voilà. Et donc, C'est un très beau film, en tout cas. mon héroïne est amoureuse de Bruno, qui est interprété par Par Gérard Gérard Darmon. Darmon. Et donc, dans cette séquence, elle s'écroule en pleurs sur son bidet. Et voilà la scène qu'il faut tourner. Et donc, je suis mon premier assistant. J'ai dit à l'équipe, laissez-moi un moment que je me concentre et que je me mette à pleurer, quoi. Et donc, ça y est, j'y suis. Silence, moteur, action. Je pleure, je joue ma scène, et je dis coupez. Et voilà, et ils m'ont applaudi parce que c'était du jamais vu, quoi. Et ouais. Voilà. Alors, comment s'est fait ce casting? Parce que Gérard Darmon, quand même, Oui. Martin Lamotte aussi, Jean-Luc Bidot, Dora Dole, voilà, Patrick Chenet, mais Gérard Darmon. Alors, comment ça s'est passé? Pourquoi avoir choisi Gérard Darmon? C'est vous qui avez fait le casting. Oui, je ne sais plus. Je pense que ça a été une évidence que Une évidence. Oui, je lui ai proposé tout de suite. D'abord, Gérard est très très beau. Et donc, Un charisme énorme. oui, un charisme énorme. Et il était normal qu'Eva soit amoureuse de lui et ne puisse pas se l'arracher de la tête et du cœur. Et donc, bien qu'il soit parti avec une autre, Oui. Faut aller voir le film. Il est toujours. On peut le voir en plus, hein. oui, alors je vous annonce que comme il m'est arrivé ces derniers mois des choses absolument extraordinaires auxquelles je ne m'attendais absolument pas. Pour commencer, le magazine Première m'a consacré un dossier de 14 pages C'est beau. à la fois pour retracer ma carrière et pour parler de Pas d'amour sans amour, en soulignant que j'étais une pionnière,
auteure, réalisateur, producteur, écrivain, comédienne principale du film et ce qu'on n'a pas encore dit, distributrice. Car Distributrice. bien sûr, vous avez écrit, produit, joué, réalisé, eh bien distribuez-le maintenant. Voilà, c'était ça la mentalité de l'époque, hein. C'est ça, ouais. Et donc Faut se remettre, le film a fait 159 000 entrées en salle parce que j'avais très peu de salles. Et lorsqu'il est passé à la télé, au grand étonnement de tout le monde, il est passé sur France 2, face au foot sur TF1, PSG Guingamp match de la Ligue. Quand j'ai vu la programmation, je me suis dit, bah, ça y est, c'est foutu. il y a balle de match. Et personne ne regardera mon Ah oui. film. Le lendemain matin, le lendemain de la diffusion, coup de téléphone à 7h du matin, la secrétaire de M. Louis Berriot m'appelle, Louis Berriot étant le président de France Télévisions. Monsieur Berriot voulait vérifier que c'était bien votre numéro de téléphone pour vous envoyer un télégramme. Parce qu'à l'époque, on envoyait des Oui. télégrammes. Et je dis, ah bon, pourquoi ça a marché? Oh là là, oh là là. Ben, je lui dis, mais vous savez combien? Oh là là, non, non, pas encore, mais c'est énorme, c'est énorme. Et donc, le film avait fait 7 129 080 téléspectateurs C'est énorme. devant le foot sur TF1 Sur qui n'a TF1. fait que 5 millions de téléspectateurs. Et donc, le télégramme disait « Bravo pour hier soir, les hommes étaient au foot, les femmes à l'amour. » Non, monsieur, les hommes aussi Qui étaient était à l'amour. Non, en tout cas, qu'est-ce que vous avez voulu passer dans ce film qui est toujours d'actualité, je trouve. Mais bien Mais entendu, Totalement c'est d'actualité. incroyable. C'est J'étais oui. 30 ans avant. Bon, précurseur. Mais oui, précurseur. J'annonçais MeToo. Ah, C'était totalement. incroyable. Parce que Et maintenant- donc, ce que je voilà. voulais vous dire, c'est que grâce au fait que 1er mai consacré 14 pages, le cinéma McMahon, on s'est dit, il faut lui offrir une rétrospective. Donc, qui a été faite il y a 3 mois. oui, Voilà. on a vu tous mes films et 4 projections de Pas d'amour sans amour. Et du coup, Canal+ m'a racheté mon film qui va passer à partir du mois d'octobre sur Ciné+ pour 32 diffusions. Eh bien alors ça, bravo, Voilà. félicitations. Oui. Et alors en plus, franchement superbe parce que c'est un magnifique film avec des superbes acteurs. C'est un film d'actualité. On est tout à fait d'accord. Et vous avez été sélectionné pour le Golden Globe en 94 pour le Grand Prix du jury du Festival de Prague et Grand Prix du film féminin à Marseille pour Pas d'amour sans amour. Oui, j'ai eu tous ces prix. Tous ces prix. Et la sélection pour les Golden Globes à Los Angeles où je suis allée. Malheureusement, je ne parle pas bien l'anglais et c'était compliqué Do you speak de English? I discuter. speak toute De seule. discuter. Mais ce- c'est pas grave, on arrive toujours à se Oui, comprendre. oui, oui, absolument. un J'étais très bon souvenir. invitée par toutes les ligues de femmes. C'était formidable, c'est incroyable. Oui, C'est un très bon souvenir en tout cas. oui, oui. Alors, je sais que vous aimez le cinéma, Evelyne. On va écouter tout de suite l'actualité du cinéma avec Marian. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Alors oui, cette semaine, on a eu beaucoup d'actualités cinéma et surtout un film qui fait beaucoup parler de lui depuis déjà plusieurs jours et qui est sorti la semaine dernière sur Netflix qui s'appelle Sous la Seine. Si vous aimez les requins, vous allez adorer ce film rempli de rebondissements, surtout que ça se passe ici, en France, dans notre belle capitale qu'est Paris. Pour le coup, ça crée un peu le bazar et on a une actrice qui ressemble à notre Valérie Pécresse nationale, tant dans le physique que dans la personnalité. Ce film est vraiment rempli de rebondissements et on a une actrice digne de ce nom pour incarner le rôle principal, Bérénice Bejo, qui interprète donc Sophia. Film à retrouver sur Netflix depuis la semaine dernière. N'oublions pas aussi qu'à partir de mercredi, et ce jusqu'à dimanche, vous retrouvez un festival. Alors non, c'est pas le festival de Cannes, lui il est déjà terminé depuis quelques jours déjà. Cette fois-ci, on se retrouve au festival du film de Cabourg. Vous savez quoi faire si vous aimez le cinéma et que vous êtes dispo pour y aller. Et on part au cinéma en famille le 19 juin, donc la semaine prochaine, pour aller voir Vice Versa 2. Et oui, ce film rempli d'émotions qui a fait du bien aux petits comme aux
grand lors de son premier volet en 2015. Alors cette fois-ci, on retrouve toujours Riley qui a bien grandi. La preuve, elle n'est plus une enfant. Aujourd'hui, elle est une adolescente et en plus tout juste diplômée. Mais on va aussi retrouver joie, tristesse, colère, peur, dégoût et d'autres nouveaux personnages qui vont faire leur apparition. Vous vous demandez qui va débarquer en nouvelles émotions? La réponse, le 19 juin au cinéma. Merci mon Marian, merci beaucoup Marian. Et oui, oui, le festival du film de Cabourg, Oui, j'y étais invitée autrefois, mais autrefois. plus Donc, maintenant. bon, mais c'est pas grave. On va refaire ça. J'y vais cette semaine, ça commence la mercredi. C'est avec un grand plaisir de pouvoir le partager avec vous. C'est vrai que ce serait vraiment superbe parce que c'est un très bon festival, Excellent. très familial. Oui. Il y en a eu un aussi la semaine dernière qu'on oublie d'en parler, mais c'est le festival du film français à Aix-les-Bains. Magnifique. Je salue Valérie, justement, la directrice en tout cas. Allez, on continue sur les tournages de téléfilms qui ont marqué aussi les Français. Un mystère par jour en 70, en 72, Commissaire Maigret avec Bruno Kremers. En 74, Taxi de nuit. En 76, Bonjour Paris. Vous êtes allé rechercher des cadavres. Oui, mais ça a marqué une jeunesse en tout cas. Je Et- me souviens même pas de ces, de ces, C'est tous vrai ces films. Vous savez, une anecdote que je vous raconte. Euh, un jour, une jeune femme m'appelle et me dit, nous allons faire un hommage à Maurice Ronet et on serait très, très honoré que vous y participiez, que vous disiez un texte de Maurice Ronet. Merci, ça me fait très, très plaisir. J'ai beaucoup d'admiration pour cet acteur, mais pourquoi avez-vous pensé à moi? Et elle me dit, mais parce que vous avez tourné avec lui. Ah bon, mais vous êtes sûr? Elle me dit, bien sûr, dans Raphaël ou le débauché. D'accord. Alors, je suis allée regarder sur Internet. Oui, c'est vrai, j'ai vu les photos. Eh ben oui, mais alors il y a eu les 5 dernières minutes, il y a bien. Et il y a un film. Il y a eu Maggie aussi, mais l'Instit. Mais il y a une chose, Château Vallon. Oui. Ça, c'était le Dallas à la française. Oui, c'est Avec vrai. Chantal Nobel. Oui. Quel souvenir avez-vous de ce. parce Aucun. que aucun. C'était pas. Non, j'ai revu des images, je ne sais plus pourquoi, récemment, et je me suis dit, ah ben mince alors, ça, je ne me souviens de rien. Voilà. De rien. Non. Alors, par contre, aujourd'hui, est-ce que vous serez attiré à rejouer justement d'autres tournages dans des téléfilms aussi? Bien sûr, mais bien sûr. Et alors, là, vous avez présenté Sous la scène pour Netflix. Oui. Bah, c'est mon rêve, même de réaliser pour une plateforme. Si on n'arrive pas à monter un film pour le cinéma, c'est une manne céleste, les plateformes. Bien sûr. Parce que c'est une manière de tourner quand même des Mhm. films, et puis certains valent des films de cinéma. Tout à fait. Il y a Donc, vraiment. Ça, je suis d'accord. Oui, il y a voilà. des fois. Donc oui, bien sûr, que ce soit en tant que comédienne ou en tant que réalisatrice, je suis tout à fait d'accord pour tourner et des séries et des téléfilms Ça serait génial. et des films de cinéma. Ah oui, parce que vous êtes une très bonne comédienne et une très bonne actrice. Et en tout cas, côté théâtre, comédie musicale, vous êtes aussi comédienne. Donc en 72, Le Marchand de Venise, au Oui. théâtre Édouard VII. Avec Claude Dauphin, Avec surtout, Claude dans Dauphin, le rôle on en de parlait Shylock. tout à l'heure. Voilà. Plantou Non, sous la... vous avez parlé de Jean-Claude Dauphin, son fils, Son fils, oui. il y a le... avec lequel Ah, j'ai tourné dans Beau Masque. voilà, un j'ai film de confondu Bernard le père et Paul. le fils. Alors Oui. là, ça y est, je vais me faire taper sur les Voilà. doigts. Le Marchand de Venise, voilà. Le Planton sous la pluie au Café de la Sous Gare. la suie. Sous la suie, exactement, au Café de la Gare. À la date d'aujourd'hui, vous préférez le théâtre ou le cinéma? J'aimerais remonter sur les planches une dernière fois avant de mourir. Et peut-être que du coup, ça me donnerait l'occasion de remonter sur les planches plusieurs fois Plusieurs fois. avant de mourir. Mais enfin, déjà, recommencer au moins une fois. J'ai quelques projets d'adaptation de mes romans, notamment d'un roman auquel je pense, qui ferait sans doute un monologue. Mais bon, ça demande du temps. Hein. Oui, parce que Et donc là, j'ai terminé un nouveau roman. J'attends sa date de sortie pour pouvoir vous l'annoncer. J'ai entamé un nouveau roman. J'en suis déjà à la page 150. Alors peut-être qu'après, allez,
peut-être que je retourne faire un peu mon métier d'actrice ou de Ou réalisatrice. de réalisatrice. Alors justement, ça tombe très bien. C'est quoi être cinéaste aujourd'hui? Préférez-vous la relation avec le public ou le théâtre? Alors, euh, j'aime tout. J'aime tout. Du moment qu'on interprète un beau rôle, qu'il y a quelque chose à faire, à transmettre. Pour moi, il n'y a que le support qui change, hein. Quand je suis actrice, peintre, parce que Parce qu'on va en parler aussi. je suis peintre aussi, euh, réalisatrice, écrivain, pour moi, il n'y a que le support qui change. J'ai toujours l'impression de faire la même chose, d'aller vers les autres, de donner quelque chose Quand vous, à entendre. quand vous êtes en peinture, en fait, vous écrivez à la fois, peut-être? Oui, Ça la fait. peinture m'a appris à écrire. Mais ça remonte encore plus loin, c'est que, je le raconte d'ailleurs dans Je veux peindre Je et veux aimer, peindre et aimer, tout à fait. c'est que On va en parler. à un moment, vous savez, quand on est actrice, on a du temps. Et donc, je faisais du sport, et notamment du trapèze, et du trapèze volant. Et quand vous faites du trapèze, il faut vous jeter dans le vide. J'ai l'impression de reprendre la même scène avec Annie Dupéret que j'ai reçue il y a 15 Avant, jours, avant, qui a fait du trapèze oui. et qui m'a parlé de vous justement. Elle me dit, tu sais qu'elle a fait aussi du trapèze. Voilà, Ah c'est bon? extraordinaire. Et donc là, on se retrouve sur le trapèze. Eh bien, il faut se jeter en rythme. Car si vous n'êtes pas en rythme, dans le rythme du ballon, vous tombez. Et donc, quand je me suis mise à peindre d'abord, j'ai retrouvé le rythme du ballon. C'est-à-dire, vous posez une couleur Oui. ici, il faut la mettre en réponse ici. C'est-à-dire, mon corps était dans le rythme du trapèze pour peindre. Et quand on écrit, c'est exactement la Exactement la même même chose. chose. C'est le rythme. Allez, on va continuer avec un rythme. On va écouter le billet d'humour de Marian. Euh, Chaque semaine, il nous fait un petit billet d'humour. Et là, en plus, il paraît que c'est les Jeux Olympiques. Bonjour à toutes et à tous, j'ai une bonne nouvelle. Cette semaine, je viens d'apprendre que j'ai donc des places pour aller à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 le 26 juillet prochain. Et j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui tout en mettant les accents au bon moment. Marian met les accents au bon moment. Alors oui, je vous vois venir les amis avec vous. Ouais, c'est dangereux, la sécurité elle va pas être dingue, va y avoir des problèmes, attention à toi, etc., etc., etc. Alors oui, bon bah écoutez, moi je m'en fous un peu, hein, laissez-moi kiffer mes places gratuites que j'ai gagnées il y a quelques jours. Alors oui, désolé, mais mes 3 invités sont déjà un dans mon cœur, mais de 2 aussi sur le nom des billets que j'ai reçus parce que je les ai déjà rentrés. Bon, du coup, ça va être quand même une expérience qui va rester gravée dans ma tête et pas que dans mon téléphone comme beaucoup d'autres personnes qui auront payé des centaines, voire même des milliers d'euros pour filmer la cérémonie entière avec leur téléphone et bien évidemment sans profiter. Bon, par contre, s'il y a bien un moment où je n'ai vraiment pas envie d'être là, ce sera pendant qu'Aya Nakamura chantera. Mais bon, pas vraiment le choix les amis. Bon, va falloir que j'aille m'acheter un casque de chantier anti-bruit pour ne pas l'entendre. Bon, après je dis ça, mais je suis pas à plaindre non plus parce que vu que ce sont des invitations, enfin bon, quand même, hein, je suis un petit peu exigeant. Hein. Bon, par contre, le contrôle de sécurité, est-ce qu'on en parle ou pas? Parce que va falloir montrer patte blanche dans énormément de points de contrôle. Limite mon identification à plusieurs facteurs sur mes réseaux sociaux, c'est moins chiant, moins contraignant. En tout cas, j'ai hâte de profiter quand même de cette cérémonie d'ouverture des JO le 26 juillet prochain sur la scène. Je vous fais des bisous, check de coude et n'oubliez pas, je suis là pour mettre les accents au bon moment. Merci mon Marian. Ben, écoutez, ça va être sportif un petit peu, hein, les Jeux Oui, Olympiques. tout le monde a très peur de ce qui va se passer. Je viens d'apprendre récemment qu'on aurait besoin d'un badge, Oui, quelque tout chose, à fait. un Un QR QR code, code, un un QR QR code. code. Mais, Comme à l'époque du Covid. mais, Nom, prénom, la carte grise, tout, il faut savoir tout mais pour rentrer chez soi? pour rentrer chez soi. D'accord, C'est un peu ça. Voilà, d'accord. c'est un peu ça. Mais on va pas se baigner dans la Seine, Ouais, sinon on leur offre de l'Imodium. d'accord. Alors, bon, je ne sais pas, tout le monde a très peur de ces JO. Il va débarquer un monde fou, bien sûr, de tous les pays du monde. Euh, Ça fait fuir les Parisiens. Enfin, une bonne partie. Ça fait, oui, oui, bien sûr, ça fait fuir les Parisiens. Et d'ailleurs, le vote du 7 juillet, là, deuxième tour Deuxième tour. risque
provoque De man encore. bah, Oui, non, oui, peut-être que oui, les parce gens en qu'après. sont déjà partis, Ah bah oui, puis après il y a le 14 juillet, et puis le 14 juillet, hop, juste après on ferme, et après on sera libéré qu'au 15 septembre. Ça va être quelque chose. Mais bon, d'ici là, on a le festival du film romantique oui. de Cabourg, et puis en septembre, on va se retrouver aussi avec le festival américain, les 50 ans. Mais vous me faites penser à quelque chose. Si je ne sais pas où aller pendant ces JO, que je dois fuir Paris, Et ben voilà. je peux venir. Mais avec grand plaisir, dans la belle Normandie, Voilà, pas loin de Paris, ouais. mais bien Vous comme avez il bien le une faut. chambre pour Oui, moi? oui. Bon, Je sais quelle chambre et quel hôtel en plus. Il y a aussi un hôtel que j'aime qu'on beaucoup. aime beaucoup. Allez, revenons à l'actualité. On va parler de l'actualité littéraire. Mais avant de parler de l'actualité littéraire, on va parler de quelqu'un. J'ai une deuxième surprise. Oh, Ah oui, j'ai plein de surprises. incroyable. Écoutons le message de... Coucou Frédéric, coucou ma chère Evelyne, comment vas-tu depuis que l'on ne s'est vu? Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Eh oui, quelque quelque part en France. Tu es une artiste jusqu'au bout des ongles, tu l'es, oui, une artiste. Peintre, écrivain, et tu as bien d'autres cordes à ta harpe. Une belle harpe, devine qui je suis. Nous nous retrouvons bientôt dans le Morvan. Dans le Morvan, oui. Devine, cherche Evelyne, à Honoré-les-Bains. Saint-Honoré-les-Bains. Saint-Honoré-les-Bains, la petite cité thermale. Et qu'allons-nous faire à Saint-Honoré-les-Bains? Eh bien, nous allons découvrir les artistes, les auteurs qui seront les invités de ce merveilleux salon champêtre. À très vite, Evelyne. Devine qui je suis. Oui. Thierry Chéneau. Grosse bise à toi. Et- Merci Thierry. Il n'est pas difficile à deviner. Et bon, Et il est un peu comme vous, mon cher ami. c'est vrai. Quand il invente des choses pendant ses interviews, c'est vraiment un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur, Thierry. Donc, on va le retrouver justement À parce que à Saint-Honoré-les-Bains, Saint-Honoré-les-Bains, une station balnéaire très désuète que j'adore, qui a fait les beaux jours à la fin du 19e siècle, et qui fait du thermalisme, où l'on soigne les bronches, les poumons, voilà. Et c'est un endroit merveilleux. On a l'impression d'être dans un roman de de Kundera, Kundera. Milan Kundera, La valse aux adieux, voilà. Et c'est tout à fait... En tout cas, pendant tout l'été, vous faites votre tournée littéraire. oui, J'ai vu les dates. On oui. les affichera tout à l'heure. En tout cas, c'est impressionnant. Vous Ah, arrêtez pas. ah ouais. Vous continuez. En tout cas, il y a aussi, je voudrais citer le 3e salon du livre d'Auteuil-Outouillé que je vais animer le jeudi 27 juin de 17h à 21h. Je suis très heureux de recevoir Michel Bussy et Bernard Minier. Et il y a plein d'auteurs, 30 auteurs seront là justement le jeudi 27 juin en Normandie, à Auteuil. Alors Auteuil-Touillé, c'est là où était la maison de Yves Montand et Simone Signoret. Donc c'est plein de souvenirs pour moi aussi et pour nous tous, en tout cas à Auteuil, un petit village mignon de 930 habitants. Allez, on va continuer sur la littérature et après on va continuer sur vos livres. Mais j'ai encore un autre message. Quelqu'un a voulu parler, mais c'est impressionnant. Écoutons le message important d'une personnalité que vous aimez beaucoup. Bonsoir Frédéric. Pardonne-moi cette intrusion dans ton émission, mais je vois que tu es en très bonne compagnie ce soir. Ma copine Evelyne Dress. Alors je voulais simplement te voler 30 secondes, allez, juste le temps de lui faire de gros bisous à Evelyne. C'est vrai qu'on ne se connaît pas plus depuis très très longtemps, mais quelle carrière, hein, dis-moi. Comédienne d'abord, metteur en scène par la suite, et puis depuis de nombreuses années auteur ou autrice, comme on veut, puisque je crois qu'on peut dire les deux, à succès. On se croise, nous, fréquemment ces derniers temps dans les salons du livre et fêtes du livre un petit peu partout à travers la France. Alors voilà, je voulais simplement encore une fois vous souhaiter une bonne soirée à tous les deux. De gros bisous, Evelyne. On va plus se voir pendant un petit moment parce qu'il faut que j'écrive la suite de mon livre. Dites bien à mon fils que je l'aime aux éditions de l'Archipel si je veux te retrouver, puisque toi, tu es sans arrêt sur les routes. Eh bien, je te retrouverai, j'espère, rapidement dans d'autres salons à travers la France.
gros succès pour Evelyne, hein, je tiens à le préciser. Passez une bonne soirée. À très vite, à très bientôt. Et si tu veux lui poser une question, tu lui parles les lignes de bus à Evelyne. Elle est incollable là-dessus. Allez, ciao à tous les deux. Bonne soirée. Merci beaucoup, notre Philippe. Merci, Philippe Risoli. Et oui, son dernier livre, Dites bien à mon fils que je l'aime. Et oui, il va nous écrire la suite. Ça sera un grand bonheur aux éditions Archipel. Alors, justement, il m'a demandé les lignes de bus. Qu'est-ce qui s'est passé? Par Euh, cœur, vous les connaissez. oui, c'est vrai. Bah oui, parce que moi, je ne me déplace pas en métro. Je ne me déplace qu'en bus. Et donc, quand on rentre de Cosne-sur-Loire, Oui, comme pareil, quand on part pour Saint-Honoré-les-Bains, on doit prendre le train à la gare de Bercy. oui, Or, c'est une gare difficile d'accès, tout à fait. pas très bien Oui, desservie par le métro. Et en tout cas, je ne descends jamais dans le métro avec la valise, monter, descendre. Je prends que les bus. Et donc, j'ai donné le tuyau à Philippe quand on Philippe, est arrivé il a à, dû. à la, à la gare de Bercy l'autre soir. Ben, je lui ai dit, voilà, il faut que tu prennes tel bus pour arriver jusque chez toi. Et tu seras juste en bas de chez toi avec ce bus-là. Il Voilà. a dû être épaté. Voilà, il était Allez, très content. on continue avec quelqu'un que je voudrais vous écouter. Vincent Delarue, Les Pyromanes, édition L'Archipel. Écoutons le message avec son dernier livre qui sort au mois d'août, L'Idole. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir, merci à Radio Armada de me laisser la parole quelques instants, le temps de vous présenter un peu ce que je fais. Alors voilà, je m'appelle Vincent Delarue, je suis un jeune auteur de 27 ans et j'ai à ce jour 2 romans à mon actif, Le cas Victor Sommer et Les Pyromanes, tous deux parus aux éditions de l'Archipel. Alors on me demande régulièrement de résumer en quelques mots mes thèmes de prédilection, ce que je fais, ce sur quoi j'écris. Et je vous dirais tout simplement que j'écris sur les familles dysfonctionnelles, sur ce qu'elles cachent, sur leurs secrets, sur leurs non-dits. Et Dieu sait que toutes les familles ont leurs secrets. Donc voilà, je creuse sous les surfaces, je racle les vernis et je tâche d'exhumer ce qui se cache en dessous. Je vais vous parler un peu plus en détail de mon 3e roman, L'Idole, qui paraîtra le 22 août prochain, toujours aux éditions de l'Archipel. Donc l'Idole s'éloigne un tout petit peu du cadre familial et va s'intéresser à une célébrité fictive que j'ai donc inventée de toutes pièces et que j'ai appelée Séraphine. On est en 1988 et Séraphine donc est une chanteuse au sommet de sa carrière, au sommet de sa gloire. Elle chante sur les plus grandes scènes du monde, elle enchaîne les disques à succès, c'est une idole au sens premier du terme. Elle est dévorée par son public et elle en est complètement fatiguée, elle est éreintée d'enchaîner ses concerts, d'enchaîner les disques, Idole. d'enchaîner les soirées mondaines. Un an plus tôt, en 87, son amie Dalida J'ai lu. s'est suicidée. Tout s'effondre autour d'elle. Vraiment, c'est une catastrophe et pourtant le public en redemande. Et son impresario, Bernard, lui aussi, il en redemande. Il pousse Séraphine sur scène, il l'oblige à monter, à se produire, à continuer d'enregistrer des chansons et pourtant elle est sur les rotules. Elle a envie de tout arrêter et un soir, dans sa loge, à l'Olympia, avant de monter sur scène, elle s'enferme à clé et elle décide d'en finir. Elle décide que le rideau doit tomber et qu'elle va partir comme son amie Dalida, comme tant d'autres, qu'elle va se donner la mort. Donc elle s'arme d'une bouteille de whisky et de médicaments et elle se dit, c'est terminé. Elle boit, elle boit, elle boit, elle s'effondre, ses yeux se ferment et là, étonnamment, au bout d'un certain temps, ses yeux se rouvrent et elle est dans une pièce qu'elle ne connaît pas, une pièce sans fenêtre, avec juste une porte et quelques meubles. Elle est attachée à un sofa, elle est menottée et apparaît un homme très étrange, très inquiétant surtout, euh, qui se présente comme étant son admirateur, son plus grand admirateur. Il a une drôle d'allure quand même, une allure un peu folle. Et il dit qu'il a trouvé Séraphine dans sa loge, dans une sorte de coma éthylique, et qu'il l'a sauvée, qu'il l'a amenée chez lui. Voilà. Et Séraphine comprend, en tout cas elle croit comprendre qu'elle est enfermée dans une espèce de cave, la cave de cet admirateur. Et alors là, vont s'en suivre
7 jours de détention où Séraphine ne va plus exister qu'à travers l'œil de cet admirateur fou. Donc l'idole se penche sur certaines questions qui me passionnent, à savoir la gloire, comment l'idole existe à travers l'œil de l'admirateur et comment l'admirateur existe à travers le regard de l'idole. C'est vraiment quelque chose qui me captive parce que j'ai moi-même de grandes idoles. J'ai Dalida, entre autres, on l'aura bien compris. J'ai des idoles littéraires, bien sûr, Amélie Nothomb, pour ne pas la citer, qui a beaucoup aimé le livre d'ailleurs, qui l'a qualifié de vivant, plein d'esprit, et elle a estimé que c'était une réussite. Et j'espère donc que les lecteurs, les auditeurs de Radio Armada penseront la même chose. Petite précision, une autre de mes idoles, Evelyne Dress, qui est parmi nous aujourd'hui, a lu le livre et l'a beaucoup apprécié. Elle s'est beaucoup reconnue dans les réflexions que je propose dans l'idole. Donc voilà, à bon entendeur, l'idole le 22 août aux éditions de l'Archipel, partout en librairie. Merci infiniment de m'avoir reçu et merci, tout simplement. Merci Vincent Delarue. L'idole roman, justement, aux éditions L'Archipel. Un très bon roman. C'est un très bon roman. Oui. Et que j'ai eu la chance de lire en avant-première. Comme moi. Car effectivement, Vincent que j'adore, et c'est ça qui est merveilleux dans tous ces salons du livre dont parlait Philippe Risoli tout à l'heure, c'est que à force de rencontrer certains auteurs, on arrive à créer des liens d'amitié véritables, profondes. Et Des rencontres inattendues. Oui, Vincent fait partie de mon cheptel. Et j'étais ce week-end avec Stéphanie Pellerin, qui est aussi une amie de Vincent et de moi, et on regrettait que Vincent ne soit pas là, car quand on est ensemble, on rit beaucoup. Voilà. Et donc l'idole, j'ai eu la chance de le lire, c'est un très bon livre. Effectivement, je me suis reconnue dans certaines réflexions, et voilà, et Vincent fait partie de mes admirateurs, ça ne me dérange pas du tout. Eh ben, en tout cas, il y a une autre personne, parce que quelque part au-dessus du ciel, édition Archipel, on va écouter Ludivine Delaune. Oui. Eh bien, écoutons ce message de Ludivine Delaune. Bonjour Frédéric, bonjour Evelyne, merci de partager un petit peu de temps avec moi, d'autant plus que je suis très heureuse parce que j'ai eu la chance de rencontrer Evelyne au Salon du Livre de Vernon, où nous avons mangé ensemble et c'était un repas riche en rire et en bonne humeur, c'était génial. Donc je me présente, je suis Ludivine Delaune, une auteure normande de 3 enfants. J'ai écrit, mon dernier roman s'intitule Quelque part au-dessus du ciel, publié aux éditions de l'Archipel. Et il traite d'un sujet un peu fort, c'est la maladie invisible. En fait, c'est l'histoire de Victoire, qui est atteinte d'endométriose et qui en a marre du jugement des autres, de leur regard, de toujours devoir porter un masque et un sourire pour faire comme si tout allait bien. Et puis un jour, Victoire décide de quitter Paris pour s'isoler dans un chalet au cœur de la forêt normande et faire le point, faire la paix, un peu de silence, voilà, savoir ce qu'elle veut donner comme impulsion à sa vie. Sauf que elle n'avait pas prévu que Luce, sa meilleure amie, pétillante, solaire, colorée, vienne mettre un petit peu de bazar dans son quotidien et vienne distiller un petit peu de lumière, des petites touches de bonne humeur partout. Parallèlement à ça, Victoire fait la rencontre de Johan, le fils de l'ancien propriétaire du chalet, qui se promène très régulièrement dans la forêt autour de ce chalet parce que c'est là où il a les meilleurs souvenirs avec sa maman qui n'est plus là. Et en fait, ces 3 personnes vont se rendre compte que c'est au moment où elles sont le moins bien, où l'obscurité les enveloppe, que c'est là où elles verront le mieux les petites lueurs d'espoir. Voilà, ce roman, c'est vraiment une lueur d'espoir. J'ai eu envie de dire aux femmes qui souffrent de maladies invisibles, que ce soit la fibromyalgie, la dépression, l'endométriose, la maladie de Crohn, qu'elles ne sont pas seules. Parce que je traite de ma maladie, l'endométriose en stade 4, et j'ai souffert énormément de la solitude et du regard des autres. Et voilà, je me suis dit que des milliers de femmes devaient ressentir la même chose, et j'avais envie de leur tendre la main, leur dire non, tu n'es pas seule, je suis là, nous sommes là, et avançons ensemble et ça ira. Voilà, ça ira.
C'était ça le message que je voulais faire passer. Alors merci beaucoup Frédéric de me permettre de le faire. Je souhaite à tout le monde une belle soirée et j'embrasse bien fort Evelyne aussi et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, Ludivine Delaune. Merci beaucoup, en tout cas, et tout, tout notre amour et notre soutien, en tout cas. Oui, Tu te souviens, c'était bien à sûr, Vernon, au à château. Vernon, oui, oui, tout Une à fait. rayonnante, cette femme. Oui, oui, tout à fait. Elle est rayonnante et très sympathique. Alors, je ne crois pas qu'elle m'ait donné son numéro de téléphone. Je l'appellerai avec plaisir. Avec plaisir. Et Thierry de Carbonnière, Bref de métro, c'est sa 3e édition, 3e saison. Ce livre, il est top, il est génial. Moi, j'ai un très bon souvenir de De ces livres, de lecture, oui. lecture. Et aussi, quand je l'avais interviewé dans son premier, avec des histoires incroyables de Bref de métro. Allez, une petite anecdote, c'est un mec qui est dans le métro et puis le téléphone sonne. Donc Thierry, en fait, se balade pour écouter toutes ces Oui, conversations. c'est qu'il a l'intelligence Il- de relever tout ce qu'il tous, entend. voilà. Et donc là, c'est le mec, il a le téléphone, il décroche et en fait, on entend la personne qui dit, il faudrait que tu viennes tout de suite. Il dit, mais je peux pas, je suis à New York, dans le métro parisien. Ouais. Voilà. Mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus sexuel, mais c'est très très intéressant. Merci encore à Thierry, à tout le monde. Alors, Evelyne, votre dernier roman, Je veux peindre et aimer aux éditions Chips. Alors, vous êtes aussi l'auteur de dizaines de romans, entre autres Pas d'amour sans amour. Il y a une diversité, une diversité. Il y a aussi une nouveauté que vous m'avez ramenée justement. Anna adopte un chat et il y a aussi Anna est amoureuse. Oui, Alors, on va commencer quand même. On va commencer à retracer une partie de votre vie parce qu'on va commencer par justement Je veux peindre et aimer. Ce livre, il est, il est historique. Mm. Il est plein de rebondissements, de vécu. On dirait que c'est tout. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous vous inspirez de votre vie et vos expériences pour le sortir, les autres aussi, mais celui-ci? dans tous les romans, je me sers de mon vécu. Il y a toujours une part autobiographique dans tout ce que j'écris, même si mes héroïnes n'ont pas le même âge que moi. Euh, euh, il y a toujours une part de moi dans... C'est une partie de votre vie. Voilà. Pour Je veux peindre et aimer, je m'étais toujours reproché de n'avoir pas fait comme Henry Miller, le grand écrivain Le grand Henry écrivain. Miller, qui peignait aussi et qui a raconté sa peinture à travers un roman qui s'appelait Peindre, c'est aimer à nouveau. Et Le « et » est important, j'ai remarqué. Oui, Je trouve. Et aimer. oui. Hein, c'est important dans le titre. Oui, c'est je veux peindre et aimer, c'est-à-dire que justement dans la phrase d'accroche ici, c'est mais est-il possible de créer, d'aimer et de rester libre? Voilà, c'est quelque chose que évidemment je ressens puisque je prends du temps. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes qui ont des enfants, un mari, un travail et qui arrivent à trouver du temps pour écrire. Il me semble que moi, je n'y arriverais pas. Si j'avais des enfants, je sais que j'étoufferais les enfants et je ne penserais qu'à Aux mes enfants. Et tandis que je suis une femme libre qui ne pense qu'à écrire, à créer et qui veut rester libre pour pouvoir continuer à créer. Mais pourtant, vous arrivez à marier justement en tant qu'artiste peintre et écrire à la fois, comme on en parlait justement tout à Oui, l'heure. c'est pas au même moment. Hein. C'est pas au même moment. Non, j'écris. Quand j'écris, j'écris. Quand je peins, je peins. J'ai eu récemment une exposition de peinture sur les Champs-Élysées aussi, à la suite de tout À ça. la suite de tout ça, parce que vous avez aussi exposé plusieurs fois au Grand Au Grand Palais, 2 au fois Salon au Grand des Palais. artistes indépendants. Ouais, Oui, ouais. que je fais partie aussi. Donc, avec Ouais, grand ouais. il faut revenir à exposer au Grand Palais. Oui, c'est vrai. Et ben, Il faut que... je vous invite. Je fais partie justement des artistes indépendants et du Grand Palais, puisqu'on est au niveau de la communication et de la presse. Et donc, ça serait avec grand plaisir, Oui. Evelyne, de vous inviter dans ce salon des artistes indépendants au Grand Palais. Et justement, là, c'était le Grand Palais éphémère pendant un petit bout de temps, puisqu'il y avait les travaux. Maintenant, Oui. il y a les Jeux Olympiques. Et l'année prochaine, On y le retourne. Grand Palais, on revient au Grand Palais, pas éphémère, mais au Grand Palais. Oui. Voilà. Bon, on va y réfléchir.
En tout cas, oui, dans Je veux peindre et aimer, je raconte aussi en même temps une histoire d'amour malheureuse qui m'est arrivée voilà, assez, euh, assez peu de temps avant l'écriture. Mais Elle m'a nourrie. oui, la peinture et l'écriture est liée, de toute façon. Oui, C'est oui, lié oui. sur les supports différents, mais toujours un message. Vous êtes une passionnée, comme votre héroïne imaginaire et psychologique. Vous trouvez pas? Quoi? Elle est un peu, c'est une héroïne imaginaire, mais à la fois psychologie. En psychologie, elle a quelque chose de psychologue, en fait, qu'elle veut faire. Oui, c'est-à-dire que mes personnages, même s'ils sont inventés, comme je les nourris de mon intérieur, forcément qu'ils ont de la chair et qu'ils ont des réactions humaines. Voilà, c'est ça qu'on pourrait dire, je pense. Alors, on pourrait dire aussi que il est possible d'aimer et de rester libre. Oui, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts Quand, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal. parce que cette histoire, c'est Rebecca. Oui, Rebecca, entre les deux guerres, elle rencontre en fait votre héroïne avec des personnages importants comme Henri Miller, comme on exprimait tout à l'heure. Elle peint cet enfant trisomique où elle s'y attache. oui. Alors, elle peint des choses un peu exceptionnelles. Et bon, c'est une très longue histoire, mais c'est une femme blessée qui a eu un amour de jeunesse en 14-18, est partie à la guerre, elle l'a perdu, c'était son premier amour, le premier homme avec lequel elle a fait l'amour. Et donc, Elle peint avec la différence et la passion. oui, elle s'attache, oui, à la différence. C'est-à-dire que là, quand un enfant trisomique vient la regarder peindre, soudain, elle a envie, elle, de peindre cet enfant. Et finalement, ils s'apportent beaucoup l'un l'autre, parce que lui, le fait d'être regardé et peint, de pouvoir voir son image sur une toile, lui donne de la confiance. Voilà. Je pense que c'était assez joli. Et elle peint aussi un homme noir. À l'époque, hein, on est Oui, oui. Bah, c'est dans déjà les à années... l'époque, on passe du cinéma muet au cinéma parlant. Oui, Voilà. ça c'est aussi... C'est un court métrage qui est prévu, mais qui désire oui. un long métrage. Alors, elle peint un homme noir nu. C'était un personnage qui existait à l'époque et qui se battait pour la défense des Noirs, autant en France qu'aux États-Unis. Mais enfin, c'est une épopée, ce roman, qui démarre à Nîmes, qui va jusqu'à New York et Oui. qui va se terminer en En Turquie. Turquie, oui, oui. Et où elle va découvrir l'orientalisme, puisque c'est un peintre. Et que moi-même, j'adore les peintres orientalistes. Et en y réfléchissant, en écrivant le livre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les peintres, les grands peintres orientalistes comme Delacroix, Ingres, etc., qui ont peint le hammam, les femmes Oui. nues, etc., Il y a un superbe tableau justement où il s'embrasse avec un enfant, je crois, là dans mon dans le livre, roman. dans Oui. le roman. Alors, en tout cas, les grands orientalistes de l'époque n'ont pu faire que des œuvres d'imagination, car ils ne pouvaient évidemment pas pénétrer dans le hammam. Et oui, Hein. Donc, ce voilà. livre nous fait voyager, même sur le bateau Le France. Oui. On a même le menu, un détail. Il y a un menu de chiens Oui. pour les animaux. Oui. On rentre vraiment dans l'histoire. On est submergé par toutes ces personnes. Et alors en plus, vous parlez du fils de Pierre Matisse. Vous parlez Oui. de Pierre Matisse, le fils en fait. Oui, oui. Pourquoi révéler cette histoire avec Pierre Matisse? Mais parce que, alors, c'est ça qui est merveilleux dans l'écriture, c'est que c'est demander, on vous donnera. C'est vraiment très christique hein, comme démarche. C'est que quand mon héroïne débarque à New York, eh bien, je m'aperçois
que les dates correspondent à la première de Rhapsody in Blue de Gershwin, que, euh, euh, que Pierre Matisse, justement, le fils de Matisse, ouvre une galerie à Cette New galerie, York. justement, qu'elle partage, en fait, Oui, côte à côte. Parce que oui, derrière ce mur, il y a la galerie. oui. Et puis, surtout, un personnage magnifique, immense, que j'adore et que j'avais déjà rencontré dans les chemins de Garveline, c'est Khalil Gibran, Gibran, oui. l'auteur du Prophète. Mais ce qu'on ne sait pas, en tout cas ce que je ne savais pas Il était peintre avant aussi. d'écrire, c'est qu'il était peintre et que aux États-Unis, c'est un grand peintre. Certes, il est connu pour le Prophète parce que le Oui. Prophète est un livre de chevet pour les Américains, mais aussi il est un peintre reconnu, admiré. Et donc mon héroïne partage son atelier à un atelier mitoyen de celui de Khalil Gibran. Voilà. Donc il y a des personnages qui ont existé dans ce roman, comme il y en avait d'ailleurs dans Tout Les à fait. Tournesols de Dans les Jérusalem. oui, tout à fait. Et puis dans Les aussi, Tournesols, il y avait également une traversée en bateau, parce qu'à l'époque, on allait en Terre Sainte en partant de Venise par bateau. Voilà. Et donc, bon, j'adore écrire comme ça des choses qui ont du souffle, qui nous emmènent, alors qui en nous font Turquie, voyager. en New York, en Turquie, parce que moi là, Oui, ça me parle, en Turquie. Vous oui. nous emmenez où en Turquie? Dans un petit village où une rose noire Voilà. pousse. Et elle ne pousse qu'à cet endroit-là. Tout le reste, c'est du blabla. Peut-être des roses dans lesquelles on met de l'encre noire pour les noircir. Ici, elle pousse noire. Or, mon héroïne peint des roses noires, mais sans Sans savoir savoir. que ça existe. Voilà. Et c'est Khalil Gibran qui lui C'est pour ça. donne le nom du village où elle doit aller voir la rose noire de ses propres yeux. Alors, il faut rentrer vraiment dans Je veux peindre et aimer, surtout aller l'acheter. C'est digne aussi à la fois d'un film, à la fois, peut-être. Oui, oh ben oui. On peut. Tous mes romans sont des films, Tout, assurément. mais oui, des Mm. grands films en tout Oui. cas. Merci Evelyne. C'était vraiment Je veux peindre et aimer. N'oubliez pas aussi 5 jours d'une vie d'une De la femme, vie de la d'une vie d'une femme. femme qui est magnifique aussi. Il y a toute une série. Evelyne Dress, merci beaucoup. Pour la peine, je vais vous offrir quelque chose pour le prochain livre, les dédicaces de l'art du bonheur. Voilà. Waouh, Vous pourrez mettre toutes vos notes pour le super, 12e, 13e livre, 14e livre, roman. Vous y formidable. mettrez tout ce que vous désirez. J'adore, Alors, j'adore. je sais. Merci. Dans votre. Alors, il y a une chose, je voudrais revenir. Alors, Anna adopte un chat, c'est tout nouveau. Oui, il vient C'est de une bande sortir. dessinée, ça vient de sortir aux éditions Art Éditions. Ça, c'est mignon comme tout. Oui, les dessins sont magnifiques. Ils sont de Maurice Antounès. Là, nous sommes sur le prochain qui s'appelle Anna est amoureuse. Il y aura toute une série de livres autour d'Anna qui va faire plein de découvertes. Elle a 5 ans, donc Et c'est mignon comme tout à l'intérieur. C'est oui. vraiment, c'est vraiment superbe. Voilà, je trouve ça génial. Il y a une double page que j'adore. Il y a une... Voilà, Oh bah, voilà. alors là, regardez, moi. Ça, c'est génial. Oui, Voilà. j'aime beaucoup. La maman d'Anna me ressemble un peu. Vous avez raison. Merci Evelyne. Allez, on continue. Questionnaire de Proust. Ah bon? Eh oui, questionnaire de D'accord. Proust. Allons-y. Allez, le principal trait de votre caractère. L'honnêteté. La qualité que vous préférez chez une femme. Chez une femme, je peux dire ce que je déteste. Aussi. Voilà. Je déteste le mensonge, qu'il vienne d'une femme ou d'un homme. Alors justement, quelle est la qualité que vous préférez chez un homme? Qu'il soit. Alors, j'ai écrit ça dans Pas d'amour sans Sans amour. amour.
Je préfère un homme radin qu'un homme en retard. Non, c'est bien dit. Ce que vous appréciez chez vos amis. Euh, Qu'ils soient là, quoi. La présence, Oui, qu'ils soient là quand on a besoin d'eux. le geste, le Oui, petit qu'ils soient. message, voilà. Votre principal défaut? Je n'en ai pas. Oh, j'adore. Vous savez, je suis une femme très facile à vivre, très agréable à vivre. Je m'occupe de tout, je rends service, je suis généreuse, je suis gentille. Vous me Euh, comblez de oui. bonheur. Je suis cochon dans le signe chinois. Et alors, vous n'avez qu'à regarder, cochon, on ne peut pas faire plus gentil. C'est vrai, un petit cochon. Une occupation, votre occupation préférée? Bah voilà, c'est peindre, écrire. J'ai quand même beaucoup de chance, en fait. Oui. Parce que ma carrière de comédienne, là, on se retrouve chez Jordan Deluxe, mais ma carrière de comédienne Jordan, si tu euh, nous écoutes. m'a donné les moyens de... Parce que j'ai été une fourmi, donc j'ai pensé à plus tard. Et donc, voilà, au fond, j'ai la chance de vivre comme il faut et de pouvoir consacrer mon temps à ce que j'aime faire. Votre parcours vous a enrichi et vous êtes une belle personne en tout cas. Et justement, je voudrais revenir, si vous étiez une fleur. Eh bien, je sais quelle fleur je serai parce que c'est la fleur que je préfère, c'est la pivoine. Ah, Parce qu'elle est ronde, elle est pleine de plénitude. comme Brigitte Bardot, elle adore la pivoine. Ah ouais? Oui. Votre couleur préférée? C'est le vert et C'est le le vert bleu. et le bleu. Oui. Votre auteur préféré? D'ailleurs, toutes mes toiles sont vertes et bleues. Et Pas d'amour sans amour, si on regarde dans le détail, Si on- il elle est est vert ve- aussi et bleu. Et bleu. Votre auteur préféré? Alors, mon auteur préféré, il y a Romain Gary, Marguerite Duras. Ce sont des auteurs que j'ai découverts dans mon adolescence et qui m'ont marqué. Ouais. Un barrage contre le Pacifique, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et La promesse de l'aube de Romain Gary. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là écrivent simplement. Et pour moi, la littérature, c'est quelque chose de simple. C'est pas d'aller chercher des mots compliqués. Pour lire, il faut avoir le dictionnaire à côté de soi. Non, c'est parler simple, avec fluidité. C'est comme dans un film, restez vous-même pour tourner bien le meilleur Oui, de vous. oui, vraiment. Allez, votre poète préféré? Alors, vous savez que tout un temps, j'ai eu un spectacle de poésie Tout à fait. et je disais Boris Vian, Jacques Prévert, Raymond Queneau, que j'adore, Max Jacob. Donc, Il y a une panoplie de gens oui, qui la poésie, ça me qu'on ne peut connaît. pas oublier. Non, ça c'est sûr, on ne peut pas les oublier. Votre peintre préféré? Alors, c'est le petit-fils de Freud, qui s'appelle Lucien Freud. D'accord. Et pour moi, c'est une peinture très psychanalytique. Oui. Où il peint les chairs, et comme moi, j'aime la chair, mais avec ses Avec- flétrissures, sa dureté. Bon, voilà, c'est un immense Dans peintre. le tableau, c'est à la Je fois l'ai dense. découvert Il y a une densité. très jeune, oui, très jeune, et puis tout à coup, il est arrivé à Paris. Il y a eu une grande exposition à Beaubourg, et quand pardon, je suis bavarde. Mais j'adore. Lorsque j'étais à Jérusalem pour le repérage les tournesols de Jérusalem, j'ai rencontré, un jour il faudra que je vous raconte Jérusalem, mon Jérusalem. J'ai rencontré un couple de garçons londoniens, et comme je leur avais parlé de ma passion pour Lucien Freud, eh bien, ils m'avaient envoyé au retour de Jérusalem un livre d'une exposition à Londres de Lucien Freud. Et donc, j'ai la version française et la version
anglaise. anglaise. Ça, c'est rare. C'est rare et c'est C'est magnifique. magnifique. Votre musicien ou chanteur favori? Alors, musicien, oui, ça peut être Gershwin, mais c'est aussi Hans Zimmer, sont les compositeurs de grandes musiques de films. Oui, ça vous fait évader? Ça vous évade? Oui, Ça vous oui, inspire? oui. Hans Zimmer, c'est The Gladiator et il y a euh, la musique de... euh, bon, pardonnez-moi. euh, le film de Spielberg sur la Shoah. Ah oui, euh, oui, c'est très euh, marquant. oui, Ça va nous revenir. et puis aussi la musique de Out of Africa. Africa. Vous êtes plus Donc, musique de film, en fait. oui, non, parce Classique, que bon, là maintenant, composition. oui, Voilà. voilà, mais Mais une c'est un- chanteuse ou un chanteur à la date d'aujourd'hui? à la date d'aujourd'hui, Ouais. je ne sais pas. Euh, Non, mais Barbara, Voilà, on est Brassens, d'accord. Brel, Ouais. voilà. Allez, votre actrice préférée ou acteur préféré? Euh, mais je les ai de l'autre côté, aux États-Unis. Aux États-Unis? Ben, c'est Oui, très bien. oui. Pretty Woman me plaît beaucoup. Ah bah oui. Oui, Alors, vous auriez aimé jouer avec Gabin? oui, je crois pas avoir déjà tourné avec lui, mais j'aurais bien Ouais, sûr. c'est un C'est sacré extraordinaire, Gabin. Gabin. Il n'a pas besoin de jouer, il est. Il est. Voilà. Un autre acteur que vous n'avez pas connu, parce que vous étiez trop petit, c'est Harry Bor. Oui. C'est extraordinaire. Harry Bor, c'est une carrure, le personnage qui arrive. Ah, je vais vous dire, j'ai tourné, je vais vous épater, avec un acteur du 19e siècle qui s'appelait Marcel Dalliot. Oui, À l'époque, vous savez, Marcel Dalliot. les seconds rôles étaient très importants. Tout à fait. Et Ça s'est perdu. donc Noël Roquevert, les gens comme Hmm. ça. Et bien, j'ai eu la chance de tourner avec Marcel Dalliot. Ah, quel honneur. Mais il y a une phrase d'Alphonse Allais avait marqué une chose que j'aime beaucoup. Ne me demandez pas mon âge, il change tout le temps. Oui, c'est vrai. Voilà. Votre mot préféré? Alors, concupiscence. Concupiscence. Oui, parce que concupiscence, c'est le nom d'un tableau à vous Oui, que voilà. vous avez Bravo, et vous en parlez dans le livre avec la charité humaine et les religieuses. tout à fait. Voilà, bonne réponse. Concupiscence ou les filles du Les calvaire. filles du calvaire. Vous Alors, voyez? c'est un tableau subversif parce que ce sont des religieuses, Oui, mais elles sont en prière sur le cornet de glace à deux boules. à deux boules. Entre parenthèses. Allez, le mot que vous détestez. Le mot que je déteste, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas si je déteste un seul mot de la langue française. Je trouve que cette langue est absolument d'une Une richesse richesse. incroyable. Et quand on travaille à l'écriture, euh, on trouve toujours le mot qui décrit exactement Exactement. ce que vous avez dans la tête. Voilà. La richesse de la langue française est magnifique. L'art de lire, c'est du bonheur. Et c'est vrai que alors j'ai eu une personne qui m'avait répondu, le mot qu'elle détestait, c'était nul. 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 Oui. Bon. Voilà. Je trouvais ça marrant. Oui, Voilà. pourquoi Le pas. don de la nature que vous auriez aimé avoir. Le don de la nature, Oui. mais je les ai Vous tous. les avez tous? Alors, Allez, mais vous pour- savez, surtout, c'est que tout le monde les a. Oui, Sauf que les il faut gens ne se font pas confiance. exactement. Moi-même, je ne savais pas que je savais peindre. Je ne savais pas que je savais Il y a écrire. des choses que Donc, on est d'accord. voilà, à partir du moment où les circonstances vous mettent face à une toile blanche ou bien un cahier blanc, On a tous des talents cachés voilà, qu'il il faut se il lancer. faut se lancer. Votre devise? Ma devise, euh, j'ai osé atteindre au-delà de ma portée.
C'est quoi l'amour pour vous? Puisque je veux peindre et aimer, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est quelque chose d'immense. Je, je crois qu'il n'existe pas. Ce qu'on aime chez l'autre, c'est l'image qu'il vous renvoie de vous-même. Et tant que cette image vous valorise, vous restez avec. À partir du moment où elle ne vous valorise plus, vous partez ou vous essayez de partir parce que c'est très difficile de partir. Mais voilà, ça fait du bien de se dire que l'amour n'existe pas quand ça s'arrête. Ça fait un petit peu moins mal. Puis le mot amour, on peut le définir et l'écrire comme on le veut, avec un grand ou petit A. Ouais. Et puis moi, le bonheur, c'est quoi pour vous? Euh, le bonheur, c'est une chose très difficile et très éphémère. Il y a des moments de De bon bonheur. et d'heure. Ouais. On développe. Ouais. Il y a des moments de bonheur, de bonne, de bonheur, Partagé. des instants. Mm. Je me souviens d'un moment où j'ai marché sur la plage à Deauville en lisant un livre qui me plaisait. Et ça reste dans ma tête mais c'est fugace. Je ne peux pas retenir le bonheur. Voilà. C'est un instant de partage. Voilà. Mais j'aimerais beaucoup Evelyne, avoir votre du dernier bonheur mot. avant de partir. Mais avec grand plaisir. Votre dernier mot. Allez, Evelyne, je vous laisse dire votre dernier mot Euh, aux voilà. auditeurs. Aux éditeurs. Je remercie tous mes lecteurs, tous mes admirateurs. Fidèles. C'est un peu Nouveau. égocentré de dire ça, mais voilà, j'ai beaucoup de chance d'arriver dans un salon et d'avoir des gens qui m'attendent parce qu'ils veulent absolument lire le dernier livre. Dernier. Et puis, vous voyez, tous ces gens que vous avez invités à venir me parler me font vraiment plaisir parce que je me dis, bon, peut-être que ces gens-là ont compris qui j'étais. C'était un instant de bonheur. Merci Evelyne Dress. Merci beaucoup d'être venue. Merci à Marian Gonzalez. Merci au directeur de la radio Armada, à Vianney, à la régie. Merci, chers auditeurs. Prenez soin de vous. À très, très bientôt. On se retrouve le 18 juin avec Philippe Basse. Bonne soirée, plein de bonheur. Ciao, ciao, ciao.